Bonsoir. Les conservateurs demandent à la GRC de rouvrir l'enquête sur les vacances du premier ministre Trudeau sur l'île privée de Laga Khan en 2016. La réaction de nos observateurs. On compte de plus en plus de travailleurs âgés au pays. L'analyse des nouvelles données du recensement avec Julien Bérard-Chagnon, analyste principal chez Statistique Canada. Retour sur la nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue anglaise au Nouveau-Brunswick avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les conservateurs demandent à la GRC d'enquêter sur les vacances du premier ministre Trudeau sur l'île privée de Laga Khan aux Bahamas en 2016. L'opposition officielle estime que Justin Trudeau pourrait être coupable de fraude en vertu du Code criminel. Les documents internes de la GRC montrent que l'ouverture d'une telle enquête a été envisagée, mais abandonnée par la suite parce qu'une disposition du Code criminel aurait pu permettre au premier ministre de se donner lui-même l'autorisation d'accepter ce type de cadeau. À la Chambre des communes, cet après-midi, le premier ministre a dû affronter les tirs nourris de l'opposition conservatrice. Les documents de la GRC démontrent qu'une infraction pour fraude a été commise par le premier ministre. Il a reçu un cadeau de 215 000 $ de quelqu'un qui fait du lobby auprès du gouvernement canadien. Hier, il a admis qu'il n'avait jamais eu cette permission. Pourtant, le premier ministre n'a pas été interrogé par la GRC à ce sujet. Monsieur le Président, question toute simple au premier ministre qui, malheureusement, depuis 6 ans, se démarque par cette attitude. Pourquoi se croit-il toujours au-dessus des lois? Monsieur le Président, les Canadiens voient le Parti conservateur se livrer à un acte de théâtre politique sur une question qui a été traitée il y a des années. Ils ne reculeront devant rien pour détourner l'attention de leur soutien aux manifestations illégales qui ont coûté cher à notre économie, qui ont mis des gens au chômage et qui ont fait que beaucoup ne se sentaient pas en sécurité dans leur propre quartier. Parlons des vraies choses qui comptent pour les Canadiens, que ce soit du coût de la vie à la guerre illégale de Poutine en Ukraine. C'est ça les véritables enjeux sur lesquels le gouvernement va se concentrer pendant que, malheureusement, les conservateurs vont se concentrer sur moi. Pour réagir maintenant à cette demande d'enquête des conservateurs, je retrouve nos observateurs. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale, Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Pierre Paquette, qui fut député du Bloc québécois, et Farouk Karim, ancien attaché de presse du NPD. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Marc-André, je vais commencer avec vous. Bon, les vacances de M. Trudeau remontent à 2016. Est-ce que cette demande d'enquête auprès de la GRC, ça va être porteur pour les conservateurs, vous pensez, ou si les Canadiens ont oublié cette histoire, sont passés à autre chose? Bien, c'est certain qu'avant les révélations là, du Globe and Mail en début de semaine sur l'enquête, sur les informations qu'on a eues de l'interne de la GRC, c'est sûr que je pense pas. Il y a beaucoup de Canadiens qui se posaient la question qu'est-ce qui se passait dans le dossier des vacances de M. Trudeau à Laga Khan. On a vu le rapport de la commissaire là, en décembre 2017, qui nous disait que M. Trudeau avait contrevenu à 4 chefs par rapport au code d'éthique des députés, des élus et du premier ministre. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est de bonne guerre aujourd'hui de voir les conservateurs revenir à la charge et demander à la GRC d'aller plus loin. Parce que c'est sûr que quand on relit les informations qui étaient dans le Globe and Mail, c'est sûr qu'on voit qu'il y a quand même certains questionnements. Et c'est certain, Esther, que de voir que la GRC a fermé le dossier le 25 septembre 2019, après 2 semaines de campagne, c'est sûr que pour des gens comme moi qui étaient très impliqués dans la campagne de 2019 du côté des conservateurs, c'est sûr que je me pose des questions sur si la GRC avait pris une décision différente, comment cette campagne-là aurait terminé. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est bonne guerre pour les conservateurs. Est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup de millage avec ça? J'en doute, parce que la GRC sont plutôt très peu bavards habituellement, et j'imagine qu'ils vont répondre aux journalistes et aux médias qui vont poser des questions, qui n'ont pas de commentaires à faire. Et je serais quand même assez surpris de voir la GRC réouvrir, mais il y a quand même des questionnements à se poser sur la décision de la GRC. Oui, c'est ça. On verra justement si la GRC va réagir. Pierre, entre-temps, je veux vous entendre sur la réaction du premier ministre Trudeau parce qu'il a répété à plusieurs reprises aujourd'hui à la période des questions. Il a été vraiment sous un feu nourri des tirs de l'opposition, que les conservateurs veulent se concentrer sur lui, sur Justin Trudeau, sur sa propre personne, plutôt que de se concentrer sur les vrais enjeux qui touchent vraiment les Canadiens. Qu'est-ce que vous pensez de cette défense du premier ministre Trudeau? Moi, je pense que les conservateurs essaient de prendre tout ce qui est à leur disposition pour attaquer M. Trudeau et le gouvernement libéral. Moi aussi, j'y vois un peu comme M. Trudeau, un peu de désespoir, parce qu'il y a eu 2 élections depuis le rapport de la commissaire à l'éthique.
qui était très sévère, et on doit le rappeler, ça je suis d'accord, mais je ne crois pas que la GRC va rouvrir le dossier. Alors, ça va faire peut-être la semaine à la période de questions, mais rapidement, on va avoir fait le tour de la question. C'est pas mauvais de rappeler qu'effectivement, comme ça a été mentionné, il y a eu quatre torts qui ont été reprochés à M. Trudeau dans le rapport de la commissaire, mais à la fin, elle concluait qu'il n'y avait pas de conséquences plus que les reproches qui étaient faits. Alors, même chose pour la GRC d'ailleurs, on a fermé le dossier. Alors moi, je ne pense pas que ça va aller très loin, effectivement. Oui, Pierre, vous dites, bon, la GRC a fermé le dossier, mais Farouk, M. Trudeau semble avoir bénéficié à l'époque, selon la GRC, d'une zone grise du Code criminel qui permet à un premier ministre de s'accorder à lui-même le droit de recevoir des cadeaux. Ça peut sembler un peu bizarre. La GRC ne savait pas s'il l'a fait ou non à l'époque. M. Trudeau dit maintenant qu'il ne l'a pas fait, qu'il ne s'est pas accordé cette permission-là. Est-ce que ça donne des munitions aujourd'hui à ceux qui réclament une enquête criminelle sur ses vacances? Je suis content de savoir que le premier ministre s'est gardé quand même une petite gêne, malgré que l'ensemble de l'œuvre était problématique, tel que la commissaire à l'éthique l'a mentionné. Mes collègues l'ont très bien mentionné. Je ne crois pas que ça va faire du millage parce que toutes les décisions ont été prises. Il y a eu le rapport de la commissaire. Pierre Paquette fait bien de souligner. Il y a eu 2 élections depuis, fait que en termes d'opinion publique, je crois que ça s'est déjà réglé. Par contre, là où les conservateurs marquent un bon point, c'est de parler de l'histoire. Et pourquoi ça marque un bon point? Parce que chaque parti politique a comme un bagage négatif qu'il traîne avec lui. Celui des libéraux, c'est un peu, comment pourrais-je dire, c'est le syndrome Louis XIV. Hein? L'État, c'est moi. Nous sommes au-dessus de tout. On s'approprie. Le Canada, c'est nous. Et donc, ça rappelle un peu cette position, cette arrogance libérale qui est pas mauvaise. Par contre, en bout de ligne, il y a un problème de chronologie. Je vois que les sondages sont bons pour les conservateurs en ce moment, mais il n'y aura pas d'élection avant un bon bout de temps. Donc, Farouk qui parle du syndrome Louis XIV, Sheila. Je veux revenir sur la commissaire à l'éthique. Bon, vos collègues l'ont dit, c'était déjà penché à l'époque sur les vacances de M. Trudeau chez l'Aga Khan. On avait conclu en 2017 qu'il avait enfreint 4 articles de loi sur les conflits d'intérêts. Bon, ça semble réglé. On dit que vos collègues semblent dire que ça ira pas tellement loin, finalement, cette histoire-là, cette demande d'enquête de la GRC. Mais jusqu'à quel point cette demande, ça remet à l'avant-scène, le jugement du premier ministre Trudeau de façon générale, les conséquences sur la personnalité de M. Trudeau? Bien, c'est sûr qu'il axe toutes ces attaques vers le premier ministre, mais ça présume 2 choses. D'abord, est-ce que ça va être M. Trudeau qui sera là aux prochaines élections? Pas sûr. Deuxièmement, M. Poilievre, dans le temps, qui est le chef, supposément le nouveau chef futur du Parti conservateur, il a un peu l'impression d'être un bulldog sans vraiment plonger dans les vraies questions. Et quand on pose une question sur une vacance qui s'est déroulée 2 élections auparavant avec plusieurs enquêtes, etc., la population ne serait pas trop engagée là-dessus. C'est plutôt pour salisser la réputation de M. Trudeau. Et ça présume que ce sera M. Trudeau qui sera là au processus d'élection, ce qui n'est pas certain. Oui, Marc-André, qu'est-ce que vous en pensez? Non, effectivement. Est-ce que M. Trudeau sera le chef et premier ministre rendu à la prochaine élection? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que M. Trudeau également profite, et ça, la GRC le dit, d'un flou présentement dans l'article 121.1c du Code criminel, parce que ce qui est clair pour des anciens employés politiques comme moi, par exemple, ou Farouk, c'est que nous, il aurait fallu obtenir une permission d'un supérieur immédiat pour obtenir tel cadeau. Et pour M. Trudeau, c'est pas clair à savoir qui est son patron. Alors, si M. Trudeau, les libéraux sont sérieux, ils ont le pouvoir, là, ils ont signé un mariage avec l'NPD pour plusieurs années, ils ont le pouvoir de pouvoir la changer, cette loi-là, présentement. Donc, c'est une loi qui a aidé M. Trudeau à créer un flou. La GRC ne voulait pas causer de tort et ne se sentait pas assez solide. Mais là, est-ce qu'on est en train de dire que le premier ministre a un statut spécial devant la loi, contrairement à l'ensemble des êtres humains ou des autres Canadiens ici au pays? Donc, est-ce qu'on est en train de dire ça? Donc, c'est un peu à faire attention, mais je pense que si les libéraux sont de bonne foi, ils devraient changer la loi et s'assurer de nommer quelqu'un qui devrait entériner tel genre et donner tel genre d'approbation pour le premier ministre pour permettre de voyager et d'obtenir tel cadeau. Pierre?
Oui, corriger le flou dans la loi, à mon sens, ce serait ce qui est le plus porteur pour les conservateurs et l'ensemble des partis d'opposition, parce qu'effectivement, c'est assez problématique. Maintenant, pour ce qui est de l'image de M. Trudeau, je pense que l'image de M. Trudeau, elle est faite. La preuve, c'est qu'il y a eu 2 gouvernements minoritaires. Les gens ne lui font pas confiance à 100%. Alors, on peut le rappeler, on peut gratter, mais à mon avis, on fait ça en pure perte. Alors, encore une fois, je pense que ça serait beaucoup plus constructif d'essayer de colmater la brèche que la GRC a vue dans la loi que de continuer à attaquer l'image de M. Trudeau, qui, de toute façon, est loin de faire consensus au sein de la population canadienne et québécoise. Farouk, le mot de la fin. Oui, là-dessus, ce qui est intéressant du point de vue du NPD, c'est qu'avec l'entente, ils doivent toujours faire un équilibre avec les couleuvres qui viennent avec. Donc, les scandales de corruption, les scandales d'éthique, les problématiques, par exemple, éventuelles en environnement. Donc, c'est toujours à faire un équilibre et jusqu'à quand cette entente-là va tenir, ça, c'est à voir. Mais ce n'est pas de bon augure. Mais à court terme, non. Mais si ça s'accumule, ça pourrait être problématique pour cette entente. On verra les suites de ça. Sheila, Marc-André, Pierre et Farouk, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Statistique Canada présentait aujourd'hui la 2e partie de son recensement pour l'année 2021. Selon l'agence, le nombre de Canadiens de 65 ans et plus a augmenté de plus de 18 %, se fixant à 7 millions. C'est la 2e plus forte hausse en 75 ans. Quant aux Canadiens en âge de travailler, les 55 à 64 ans représentaient l'an dernier plus de 21 % de ce groupe, un sommet dans l'histoire des recensements au pays. Statistique Canada a aussi mesuré pour la première fois les données liées à l'identité de genre. Un Canadien sur 300 âgé de 15 ans et plus s'identifie comme transgenre ou non-binaire. Pour discuter de ces chiffres, je retrouve Julien Bérard-Chagnon, qui est analyste principal chez Statistique Canada. Bonsoir, M. Bérard-Chagnon. Bonsoir. Allons-y d'abord avec le nombre de Canadiens de 65 ans et plus. On observe quand même une forte augmentation de plus de 18 %. C'est la 2e plus forte hausse en 75 ans. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Mais essentiellement, le vieillissement est le résultat de 3 phénomènes. Depuis longtemps, il y a une baisse de la fécondité au Canada, donc on fait moins d'enfants que dans le passé. Ensuite, l'espérance de vie augmente, donc on vit plus longtemps qu'avant. Et le 3e facteur, c'est le fait que les nombreuses cohortes de baby boomers franchissent depuis 2011 l'âge de 65 ans. Donc, ce phénomène-là accélère le vieillissement démographique depuis 2011. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance lourde en ce qui concerne le vieillissement de la population au Canada? On peut aussi se demander qu'est-ce que ça laisse présager pour notre système de santé au pays ou nos systèmes de santé? Bien, le vieillissement n'est pas un phénomène nouveau. Là. Ça fait plusieurs décennies qu'on s'attend à ce que la population du Canada vieillit. Puis le vieillissement va se poursuivre au cours des prochaines décennies. Là. Les cohortes de baby boomers vont graduellement toutes franchir l'âge de 65 ans, vont aussi atteindre des âges plus avancés. Puis ça va signaler ça va soulever certains enjeux, entre autres en matière de soins de santé. Ouais. On s'attend d'ailleurs à ce qu'au cours des 25 prochaines années, le nombre de personnes très âgées, donc âgées de 85 ans ou plus, triple au Canada. Donc, il y a une bonne différence. Quand on dit multiplier par 3, ça fait pas mal plus de gens âgés, effectivement, au pays. Parlons maintenant des Canadiens âgés de 55 à 64 ans, parce qu'ils représentaient l'an dernier 21,8 % de la population en âge de travailler. C'est un sommet dans l'histoire des recensements au Canada, dit-on. Évidemment, ce sont des gens qui s'approchent quand même de la retraite. Quel impact ça pourrait avoir sur la pénurie de main-d'œuvre au pays et sur l'économie de façon générale au Canada? Oui, en 2011, le recensement a noté que la population en âge de travailler n'a jamais été aussi âgée. Puis encore une fois, c'est le résultat des cohortes de baby boomers qui franchissent l'âge de 65 ans depuis 2011. Les plus jeunes cohortes de boomers sont maintenant âgées entre 56 et 64 ans, donc elles contribuent à vieillir la population en âge de travailler. C'est un des facteurs qui est derrière les pénuries de main-d'œuvre qu'on observe un peu partout au pays et dans plusieurs industries. Oui, et quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, évidemment, on parle toujours de l'immigration pour tenter de nous venir en aide. Est-ce que l'immigration pourrait justement venir renverser ce phénomène? Et les liens entre vieillissement et immigration sont quand même complexes. À StatCan, on calcule des projections démographiques, puis on voit que peu importe le scénario qu'on utilise en matière d'immigration, le vieillissement démographique est inévitable. Donc, l'immigration gonfle quand même la population en âge de travailler, mais est insuffisante pour inverser le processus de vieillissement démographique.
Ouais. Une autre donnée intéressante qui a été révélée aujourd'hui par Statistique Canada, en fait, on apprend que les populations des provinces des Prairies sont plus jeunes, alors que les populations des provinces de l'Atlantique et du Québec sont plus âgées. Qu'est-ce qui explique cette différence? Les différences qu'on observe entre les provinces et territoires s'expliquent essentiellement par les différences en matière de fécondité et de migration. Les provinces de l'Atlantique ont une fécondité inférieure à la moyenne nationale, tandis que les provinces des Prairies font davantage d'enfants que le Canada dans son ensemble. Puis il y a aussi les provinces de l'Atlantique tendent à accueillir moins d'immigrants que le reste du pays. Donc, ces facteurs-là contribuent aux différences régionales qu'on a observées. C'est ce qui explique les disparités, comme vous dites. En ce qui concerne l'âge de la population en général, bon, on estime, on se situe où, en fait, au Canada par rapport aux autres pays du G7? Par rapport aux autres pays du G7, le Canada a une population un peu plus jeune que la moyenne du G7. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont des populations légèrement plus jeunes. Par contre, d'autres pays, notamment le Japon, a une population beaucoup plus élevée que celle du Canada. Au Japon, c'est presque 30 de la population qui est âgée de 65 ans ou plus, comparativement à 19 au Canada. Donc, c'est quand même un écart substantiel. Oui, donc si notre population est vieillissante, quand même, quand on se compare aux autres pays du G7, on n'a pas une si vieille population que ça au Canada, somme toute. Bon, la grande première de cette année, Statistique Canada a recensé pour la première fois l'identité de genre. Ça a permis pour la première fois aux personnes transgenres et aux personnes non-binaires de déclarer leur genre. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce changement cette année? Bien, la société canadienne évolue. Donc, le recensement s'adapte aux changements sociétaux qu'on observe. C'est pas la première fois que le recensement évolue. Là. Au fil des années, on a ajouté des questions, on en a précisé d'autres. Donc là, il y a certains besoins en matière d'information pour les populations transgenres et non-binaires, entre autres suite à des changements au Code criminel du Canada. Puis ces changements-là se reflètent dans le recensement. Oui. Et qu'est-ce que ces données, justement, nous révèlent sur les Canadiens transgenres ou non-binaires? Le recensement a dénombré environ 100 000 personnes transgenres et non-binaires. On en retrouve dans toutes les provinces et territoires, puis sont plus souvent plus jeunes que la moyenne des Canadiens et Canadiennes. Julien Bérard-Chagnon, analyste principal chez Statistique Canada. Merci beaucoup. Très apprécié. Merci. Et là-dessus, je retrouve les politologues Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's à Kingston en Ontario et Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Estelle. Juste un mot en commençant, parce que je viens de parler des nouvelles données du recensement de Statistique Canada sur l'âge des travailleurs et l'identité de genre. Mais au mois d'août, on attend aussi des données plus précises sur les minorités linguistiques au Canada, dont les francophones hors Québec. À quel point ces données-là vont être importantes? Stéphanie, je vais commencer avec vous. On les attend de pied ferme, les données de cette année, puisque dans le recensement de 2021, il y a de nouvelles questions à l'égard des ayants droit en vertu de l'article 23. Donc, les ayants droit, les parents qui ont le droit d'envoyer leurs enfants dans les écoles de la minorité linguistique, donc les écoles françaises à l'extérieur du Québec et les écoles anglaises publiques au Québec. Et donc, ce sera de nouvelles données qu'on attend depuis des années, en fait, et qui régleront, on l'espère, des batailles parfois politiques, parfois allant même jusqu'à des batailles juridiques dans certaines régions où les gouvernements provinciaux disent qu'il n'y a pas le nombre d'ayants droit suffisant pour élargir des écoles ou en construire de nouvelles, par exemple. Ouais. Donc, pour cette raison-là, les données de cette année sont extrêmement importantes. Et Tom, du côté de la Nouvelle-Écosse, est-ce que ces données sont très attendues également? Oui, bien sûr, et je m'attends malheureusement à une continuation d'un certain glissement, d'une perte de poids démographique des francophones qu'on vivent depuis des décennies par ici. Et je pense qu'il va falloir un effort, pas seulement pour changer des politiques nationales, même que la Fédération des communautés francophones et acadiennes a soulevé l'importance de garder les cibles en matière de l'immigration, mais aussi de travailler au niveau régional. Par exemple, les conseils d'administration. Le conseil qui représente la région où j'habite n'a aucun représentant francophone au sein de ce conseil-là pour attirer des immigrants. Oui. Et ça, c'est un enjeu important. Oui. Donc, les statistiques vont soulever
plusieurs débats qui doivent être réglés tout de suite. Frédéric, toujours sur ces données de Statistique Canada, qu'en est-il du côté de l'Alberta? Oui, c'est attendu également avec beaucoup d'intérêt, notamment parce que ça va permettre, si les questions qui ont été ajoutées vont donner de meilleurs, disons, résultats et de meilleures données, ça va permettre également une meilleure planification à moyen et à long terme. Et c'est souvent un des problèmes qu'on a dans la francophonie canadienne, à être capable d'avoir une bonne planification, précisément parce qu'il manque de données. Et j'ajouterais peut-être un autre élément qui est lié là au projet de loi sur la modernisation des langues officielles, c'est sur la question des régions francophones. Peut-être également qu'on va avoir un meilleur portrait du poids démographique des francophones et de ceux qui peuvent travailler en français dans certaines régions francophones qui, dans le projet de loi, restent encore à définir. Oui. Alors, plus de détails sur ces données au mois d'août. Maintenant, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Alors, je veux vous entendre. Je veux revenir avec vous sur la décision de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui a fait beaucoup parler au cours des dernières semaines. Le tribunal qui juge que le processus de nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick viole la Charte des droits et libertés de la personne. Juste un petit rappel, là, on arrive à cette conclusion parce que la lieutenant-gouverneure Brenda Murphy parle pas assez bien français. Tom, à quel point est-ce que c'est une décision importante pour les Acadiens? La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick se réjouit de cette décision-là parce que c'était la société qui a porté plainte devant les tribunaux. Mais quand même, je m'attendais à une décision un peu différente et je pense que le gouvernement fédéral va porter la décision en appel tout en précisant que le prochain lieutenant-gouverneur ou la prochaine lieutenant-gouverneur sera bilingue au Nouveau-Brunswick. Donc, je m'attendais à une décision qui peut-être précisait qu'il y a une violation de la Convention constitutionnelle, un principe non écrit, mais de façon stricte, la loi écrite était respectée parce que ça relève aux prérogatives royales. C'est une question un peu obscure constitutionnelle. Donc, j'étais un peu étonné jusqu'à quel point la juge Dewar est allée pour dire qu'en fait, le premier ministre a agi de façon non légale en conseillant la gouverneure générale de nommer Madame Murphy en tant que lieutenant-gouverneur. Même qu'elle reste comme lieutenant-gouverneur, même après la décision. Stéphanie, justement, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de tout ce dossier-là par le premier ministre Justin Trudeau? C'est certain que la décision met M. Trudeau dans l'embarras, et je dirais même 2 fois plutôt qu'une, hein, parce que suite à cette décision-là, on se pose aussi des questions quant à la légalité de la nomination de Mary May Simon comme gouverneure générale au fédéral. Donc, c'est une décision qui remet le gouvernement dans l'embarras. On se doutait que c'était un litige qui était entamé de façon plutôt stratégique, parce que comme Tom l'a dit, les questions de droit sont assez obscures dans cette décision-là. Et on voulait vraiment embarrasser le gouvernement, et donc ça a été pas surprenant de voir M. Trudeau tenter de se défiler, de dire on va respecter l'esprit de la décision, mais ça veut quand même pas dire qu'on ne va pas interjeter appel. Le gouvernement fédéral a 30 jours pour le faire suite à la décision, donc encore 3 semaines. Oui, c'est ça. Est-ce que, Frédéric, le temps file, il faut aller un petit peu plus vite, là. Mais à la suite de cette décision, il y a plusieurs, en effet, qui se sont posé la question si la gouverneure générale du Canada devrait, elle aussi, obligatoirement connaître le français et l'anglais. Est-ce que vous pensez que cette décision-là du tribunal du Nouveau-Brunswick, ça va faire jurisprudence? Ça pourrait créer un précédent? Je ne sais pas si ça va créer un précédent, mais j'ai l'impression que ça devrait créer un précédent pour le gouvernement Trudeau, et de se dire qu'effectivement, la question du bilinguisme français-anglais aurait dû être fondamentale dans le choix de la gouverneure générale. Ou en tout cas, ça va donner du poids à tous ceux qui élevaient cet argument-là contre la nomination, en disant que oui, c'était une candidature tout à fait acceptable, mais que la question du bilinguisme a passé en retrait.
Ouais, ça m'amène à vous parler de l'autre controverse concernant, je dirais, controverse linguistique, celle qui concerne le CN, le transporteur ferroviaire. Bon, on apprenait il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en fait, il n'y a pas un seul membre qui parle français dans son conseil d'administration. Le Bloc québécois s'est encore après-midi aux communes inquiété de cette situation. Tom, quelle est votre réaction à cette nouvelle, vous, du côté des Maritimes? C'est très décevant, mais peut-être pas étonnant après ce qui s'est passé avec M. Rousseau et Air Canada et l'arrogance dont M. Rousseau a démontré en disant qu'il est trop occupé pour apprendre ou même tenter d'apprendre le français. Mais cette fois-ci, je note que les actionnaires, pas le gouvernement, pas les gouvernements, mais les actionnaires ont joué un certain rôle, surtout la Caisse de dépôt, qui est un actionnaire très, très important au sein du Canadien national. Et après ça, la direction du Canadien national a tout de suite précisé qu'on va corriger la situation avec les prochaines nominations. Ouais. Donc, message pour les actionnaires, c'est pas surtout et seulement les gouvernements qui doivent agir ici. Ouais. Stéphanie, il y a quand même le président du comité permanent sur les langues officielles, René Arsenault, qui estime qu'Ottawa devrait agir, devrait forcer les entreprises sous juridiction fédérale de compter une proportion minimale d'administrateurs francophones. C'est aussi une demande du Bloc québécois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution en quelques secondes? Bien, ça serait une solution qui pourrait notamment être inclue dans une modernisation de la loi sur les langues officielles. C'est un peu dommage que cette controverse-là arrive au moment où elle est arrivée, puisqu'on vient de terminer tout un cycle de débat sur la question des langues officielles avec un projet de loi qui est déjà déposé à la Chambre des communes. Oui, c'est ça, parce que Frédéric, toute cette affaire-là, ça démontre pas justement qu'il faudrait bonifier la réforme de la loi sur les langues officielles pour lutter contre ce type de situation, faire en sorte que ça se reproduise pas? Oui, Mme Petitpas-Taylor, lorsqu'elle a présenté son projet de loi, a dit qu'il y avait du mordant. Ben là, on s'aperçoit que ça prendrait plus de mordant. Ça prendrait peut-être quelques canines supplémentaires, si vous passez l'expression, pour être capable, justement, de faire respecter dans ces institutions fédérales et dans certaines entreprises cette question-là du français qui semble, mais c'est difficile de ne pas arriver à cette conclusion, qui semble jusqu'à un certain point méprisée. Oui, c'est ça. On verra donc s'il y a des suites de ça dans l'étude de la réforme du projet de loi sur les langues officielles. Tom, Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup. Très apprécié. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Estelle. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 27 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.